Merci bien. Alors, en petit point, avant de commencer l'ordre du jour du Conseil municipal, quelques informations. D'abord, souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice des finances, Madame Catherine Gallo. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Qui prendra ses fonctions officiellement le 24 février, mais qui a souhaité d'elle-même être présente ce soir pour ce conseil. Donc un grand merci à vous. Merci. Et vous pouvez constater dès ce soir que nous n'abusons pas sur le chauffage de la mairie, au niveau des finances. Faisons très attention. Donc bienvenue encore une fois à vous. Dans les autres informations, mercredi prochain, donc le 12 février, nous allons faire une porte ouverte au centre de loisirs inclusif du Manet de 17h à 19h. Ça sera l'occasion de renseigner les personnes qui voudront s'y rendre sur le dispositif de la ville qui a été mis en place et pour communiquer avec les familles des enfants qui sont en situation de handicap et qui sont présentes sur, cet accueil inclusif du Manet. Autre information, la ville a été lauréate cette année encore du budget participatif de la région Île-de-France, notamment pour le dossier du Jardin des Naissances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette idée du conseil municipal des jeunes qui consistait à planter des arbres où les parents pouvaient installer un petit papier avec le nom et la date de naissance de leur enfant. Et bien ça a gagné. Ça a remporté donc un prix au niveau de ce budget participatif de la région Île-de-France. Et donc il y aura cette remise dans les prochains jours. Ensuite, information sur les assises de l'éducation. Les 110 préconisations qui ont été faites par les groupes de travail sont en ligne sur le site de la ville, donc tout le monde peut y accéder désormais. Un petit point aussi sur la mutuelle que nous avons initiée avant les fêtes de fin d'année et qui a eu déjà 214 personnes sur la ville qui se sont rendues à la mutuelle pour regarder un petit peu leur dossier, donc c'est un beau succès, nous en sommes ravis. Et nous espérons que ça va se poursuivre. Alors, il y a quelques petites difficultés actuellement avec la mutuelle parce qu'elle a une montée en charge avec d'autres communes qui ont également contracté comme nous du nombre d'appels. Et donc, c'est un petit peu difficile, mais le CCAS et Ketchan sont sur le pont pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Au mois de mars prochain, nous allons avoir la sortie de notre 4e rapport annuel de développement durable. Et je rappelle, ce document dans une ville de notre taille n'est pas une obligation légale, nous le faisons parce que nous avons souhaité le faire. Et dans celui-ci, j'invite les gens à le regarder quand il sortira, puisqu'il y a plein de nouvelles actions qui ont été réalisées en 2024. Ensuite, que j'ai déjà évoqué à l'occasion des vœux, mais je voulais le redire ce soir dans cette enceinte du conseil municipal, nous avons appris par le commissaire de police au mois de janvier, il y a quelques semaines de ça, que Montigny présentait le taux d'élucidation le plus élevé de la circonscription, avec 52% d'affaires élucidées, plus d'une affaire sur deux qui est élucidée sur Montigny. C'est exceptionnel, on est quand dans une ville ça va très bien de ce côté-là, on est autour de 30% de taux d'élucidation, et donc nous sommes à 52%, c'est vraiment remarquable, et le commissaire évoquait le fait, quand je lui demandais mais qu'est-ce qui fait le succès, hormis le travail des policiers évidemment, qu'est-ce qui fait ce succès-là? Il m'a répondu que c'était en grande partie dû à notre vidéoprotection. Donc voilà, c'est une chose intéressante à entendre. Ça permet de montrer l'intérêt d'un investissement public. Donc on peut s'en réjouir. Ensuite, un petit point aussi sur les différents dossiers de chantier que nous avons actuellement, puisqu'il y en a plusieurs sur la ville. Donc sur le parc Chetteville qui est fait par les équipes de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous sommes à 60% d'avancement. Sur les jeux du village pour lesquels nous avons délibéré la dernière fois sur le futur nom, nous sommes à 80% d'avancement, donc nous approchons de la fin. Nous arrivons aussi à la fin du chantier sur la rue Cocteau, qui aura été vraiment un chantier extrêmement réussi. Je ne sais plus où est Bruno. Il est là, Bruno. Bravo, Jean-Jacques aussi. Pour ce travail, parce que c'est une rue qui est une belle rue de la ville, mais qu'une rue qui n'est pas simple. Et dans le travail qui a été fait avec les riverains, c'est vraiment intéressant. Et puis cet apport de ce bitume drainant qui permet de laisser passer l'eau pour qu'il y ait de captation de l'eau à la parcelle est vraiment une réussite et servira sans doute de modèle à d'autres réalisations. Donc merci pour le travail accompli sur ce sujet-là. Nous sommes aussi dans les travaux sur la comtesse de Ségur. Là, nous sommes à 15%, donc on a encore du travail sur ce dossier-là.
mais ça avance. Et puis, nous avons donc calé les travaux d'extension de la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire, donc le rajout de 2 cabinets médicaux supplémentaires sur cette structure. Les travaux sont prévus sur le 2e semestre 2025. Et puis, je m'étais engagé, Madame Lavenant, à vous répondre la dernière fois, puisqu'on avait évoqué le sujet de la publicité dans le journal L'Équipe sur le Paris Saint-Germain. Vous évoquiez 150 000 euros, et donc c'est 5 000 euros. Voilà. Voilà. Ensuite, concernant les panneaux d'affichage libre, sachez que les panneaux vont être commandés là dans les prochaines semaines. Il nous manque aujourd'hui 11 mètres carrés sur la ville et qu'ils seront donc installés très prochainement. Voilà pour les informations que je peux porter à votre connaissance ce soir et je vous propose de passer à l'ordre du jour du Conseil. Et nous avons, oui, 2 questions orales que nous traiterons comme d'habitude en fin de séance. Nous avons d'abord l'adoption du procès-verbal du Conseil municipal du lundi 16 décembre. Est-ce qu'à ce sujet, il y a des questions ou des remarques? J'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Nous avons ensuite Ketchan Abe qui nous présente le rapport sur l'égalité femmes-hommes. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc il s'agit d'un rapport sur l'égalité femmes-hommes pour l'année 2024. C'est un rapport qui doit vous être présenté en amont donc, du débat d'orientation budgétaire. Ce rapport est en 2 parties. La première partie concerne les relations humaines de la collectivité en tant qu'employeur, s'agissant des effectifs, du salaire et de la formation des agents. En deuxième partie, nous avons les actions, les politiques publiques qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc je vais vous parler un petit peu de la collectivité employeur. Je vais essayer de faire vite, Monsieur le maire. Donc nous avons à Montigny 824 agents. Je ne sais pas si nous devons nous en réjouir, mesdames, mais nous sommes majoritaires. 69% de femmes pour 31% d'hommes, toutes catégories confondues. Donc nous avons plus de femmes que d'hommes. Et nous remarquons tout de même qu'il y a plus d'hommes dans les filières techniques, bien entendu. Sauf pour l'entretien et la restauration. Au niveau des âges, plus de femmes dans les catégories des 40 et 64 ans et plus d'hommes dans les catégories des 20 et 39 ans. Voilà, donc, au niveau des salaires, en moyenne, un écart de 7,6% au désavantage des femmes et c'est un écart qui est beaucoup plus prononcé au niveau des catégories A. Concernant les politiques publiques de la ville, donc 2 volets, un volet prévention et un volet de sensibilisation. Donc le volet de prévention concerne toutes les actions qui sont menées par la ville en partenariat avec notamment des associations ou des institutions. Ainsi, les agents du CCAS ou de la police municipale ont une vigilance pour ces violences intrafamiliales. Les agents de la ville au niveau de l'animation périscolaire et de la jeunesse également. Ils ont des missions d'écoute, de soutien et d'orientation ainsi que des signalements à faire, notamment avec le réseau du TAD, du territoire d'action départementale depuis 2019 et le réseau VIF qui est notre partenaire. Vous avez sur la ville l'Équinoxe et l'Étincelle qui permet l'hébergement donc, des femmes victimes de violences avec depuis 2022 un bureau mobile qui se déploie dans les zones rurales pour aller à la rencontre des femmes victimes de violences et pour les prendre en charge. Nous avons également la DIR qui est partenaire, qui permet des permanences juridiques et des soutiens psychologiques et l'aide à la constitution de dossiers. Et tous les jeudis, sachez-le, il y a un groupe de parole pour les femmes victimes de violences. Au niveau de la promotion des actions qui sont faites au niveau de la ville, tous les services de la population sont concernés.
dans cette démarche d'égalité femmes-hommes, notamment au niveau de la garde des enfants, des maisons de quartier, ainsi qu'au niveau des activités sportives. Donc, pour exemple, nous avons le Café des petits-enfants, qui est un lieu d'accueil pour les parents-enfants, également un lieu d'échange et de partage des savoirs. Au niveau des maisons de quartier, en 2024, nous avons eu des actions telles que Du temps pour soi, qui est la mise en avant des initiatives économiques et sociales des femmes. Au niveau du pôle jeunesse et du pôle prévention, en partenariat avec le CMJ, des actions de sensibilisation étaient menées dans les collèges et dans les lycées pour, par exemple, des thèmes comme la représentation des femmes dans la société ou les idées reçues. Donc une sensibilisation accrue des 11-17 ans avec des ciné-débats et des groupes de parole. La culture également, la culture, donc il n'y a pas d'action spécifique en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais néanmoins on peut noter une part importante des femmes inscrites dans les maisons des langues, dans le pôle musique et théâtre et aussi au conservatoire des arts. Au niveau du sport, puisqu'on balaye tous les services concernés, sur 53 disciplines, nous avons énormément d'actions menées en faveur de l'égalité femmes-hommes. Vous avez une section filles au foot, hein, ça se dit comme cela, filles au foot. Voilà, je demande à mon collègue Michel Cretin, donc qui favorise le foot au féminin, voilà. Le foot au féminin, tout à fait. Ce qu'on peut dire également au niveau des sports, 48% des sportifs dans les associations de Montigny sont des femmes et 30% sont présidentes d'associations. Donc au niveau de nos activités sportives, il n'y a pas de discrimination pour l'inscription dans les différents sports qui vont de la danse à la boxe, de la gymnastique au rugby. Et pour l'école municipale des sports, nous avons 33% de jeunes filles. Et la ville poursuit donc tous ses efforts en faveur de cette égalité femmes-hommes et ces actions de sensibilisation. Donc merci pour votre écoute. Et puis s'il y a des questions, tout le monde y répondra. Merci beaucoup, Ketchan, bravo. Belle synthèse, bravo. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Madame Etier. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, monsieur le maire, et merci à toute l'équipe qui a compilé ce rapport. On avait eu l'année dernière une discussion un petit peu semblable. Là, je me réfère non pas à la présentation, mais au document, au rapport lui-même qui nous a été envoyé en annexe. On avait parlé, j'ai repris les délibérations de l'année dernière, de la possibilité d'avoir un suivi d'une année sur l'autre des différents indicateurs et notamment de ce qui concerne l'évolution, la réduction des inégalités salariales éventuellement par catégorie, cela n'apparaît toujours pas. Est-ce qu'il y a eu une réduction de ces inégalités? Alors vous avez raison, Madame Etier, on pourra vous donner les éléments plus détaillés. Ce qui se passe sur la rémunération, ce qui fait que ça bouge difficilement, c'est parce que, donc on l'a dit, on est à 7,6% de différence. Vous avez d'un côté la filière technique avec tous les postes d'ingénieurs qui, dans le cadre de l'IFSE, qui est une partie de la rémunération des personnes qui travaillent pour une collectivité, est plus dynamique que celles qui sont dans la filière administrative. Or, quand on regarde des deux côtés, on a beaucoup plus d'hommes dans la partie technique ingénieur que dans la partie administrative où on a beaucoup plus de femmes. Donc, sur ce plan-là, effectivement, je pense que ce sont des choses que l'on continuera de voir pendant encore un certain nombre d'années, parce que tant qu'on aura davantage d'hommes qui sont sur ces postes-là, mécaniquement, mathématiquement, ça restera comme ça. Et l'autre point qui monte aussi ce chiffre de 7,6, c'est que nous avons la police municipale, sur laquelle on a essentiellement des agents masculins,
Et il se trouve que les rémunérations des agents de la police municipale sont, dans toutes les collectivités, étant donné le peu d'agents qu'il y a et la concurrence qu'il y a entre les villes, on est sur des niveaux de rémunération qui sont plutôt en haut de la fourchette sur ces postes-là que vers le bas. Ce qui fait que, mécaniquement, là encore, on a plus d'hommes qui sont dans ces métiers-là, et donc c'est ça qui fait l'écart de différence. En revanche, sur tous les postes liés à la filière administrative, par exemple, ou des choses comme ça, on est sur des recrutements avec des rémunérations qui sont similaires, quel que soit le sexe de la personne embauchée. Mais on pourra vous donner les éléments. Je vous ai entendu, Madame Métier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je ne sais pas, les deux micros sont allumés. Ça va non, mais c'est parce que j'avais peur tout à l'heure qu'il y ait un écho. Oui, et puis le rapport se conclut. Là encore, je me réfère au rapport lui-même. Il se conclut effectivement par un indicateur avec son historique par rapport à l'année N-1, qui concerne l'école municipale des sports, comme Madame Abbey l'a bien montré. On a une augmentation du nombre de filles qui fréquentent l'école municipale des sports, ce dont il faut se réjouir. Et la conclusion était que il fallait aussi garder ce suivi et réfléchir à la façon dont on pouvait augmenter la présence des filles dans ces activités. Mais la même observation pourrait valoir pour la culture, où il n'a pas été établi d'action spécifique, mais où on note une présence masculine plus forte. Alors si on avait un indicateur et un suivi éventuellement d'une année sur l'autre, on pourrait peut-être voir où est le besoin d'attractivité dans les activités culturelles. C'est juste une idée qui m'est venue à la lecture de ce rapport, mais d'une manière générale, bravo et merci. Merci Madame Métier. Sur la culture, au niveau des adhérentes, c'est plutôt féminin, hein? Oui, c'est plutôt féminin, mais c'est ce que je disais. Il y avait pour une fois, là, les choses se passaient avec moins d'hommes dans les activités culturelles, au contraire des activités sportives, par exemple. Donc, et c'est ce qu'on déplore, par exemple, j'ai fait du chant choral pendant des années, mais où sont les hommes? Ça manque de ténors, ça manque de basses. Pour les activités artistiques, visuelles, ça manque peut-être d'hommes aussi. Il faudrait que j'aille au Conservatoire des Arts pour vous dire ce qu'il en est. J'ai la ferme intention d'y aller l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui pourrait s'étendre à d'autres domaines. Alors, c'est vrai que quand on fait le tour des associations culturelles au moment du forum, quand on va faire celui des nombreuses chorales qu'il y a sur la ville, avec José Cachin, nous sommes recrutés à chaque stand. Hein, parce qu'à chaque fois, ils nous disent ça, on manque d'hommes, on manque d'hommes. Oui, on connaît le sujet, mais ça, après, c'est la volonté de chacun. Par contre, ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas longtemps d'assez exceptionnel. Nous avons eu une représentation à la ferme du Manet par le conservatoire, l'orchestre du conservatoire du Forum des Arts Charles Aznavour, qui nous ont fait différentes orchestrations et qui ont fini par un orchestre à 60 composé des élèves, dont des jeunes élèves et beaucoup de jeunes filles, mais pas que, enfin, c'était mixte, vraiment mixte. Et on a eu là une représentation du Lac des Cygnes absolument prodigieuse. Donc on peut vraiment se réjouir, je le redis là vraiment officiellement, parce que c'est un vrai plaisir, une vraie satisfaction dans une ville. Là encore, hein, on parlait des caméras tout à l'heure, quand on voit le résultat obtenu, c'est assez extraordinaire. Et la semaine suivante, j'assistais à la représentation de l'école de musique du Manet, qui était elle aussi de très très bonne qualité. On se dit qu'au niveau culturel, sur Montigny, quand même, c'est plutôt positif, voire même très positif. Merci Madame Métier. Monsieur Nadeau, vous vouliez intervenir? Oui, merci. Bonsoir à tous. Dans
dans la réponse que vous avez faite, Madame Metier, concernant la réduction, en tout du moins l'explication de l'écart de 7,6% de rémunération entre les hommes et les femmes, vous avez mis en avant le côté technique et le côté administratif, où l'un serait, alors je ne vais pas dire réservé, mais en tout cas il y aurait effectivement plus d'hommes d'un côté et plus de femmes de l'autre. Est-ce que pour le prochain rapport, puisque si on est à faire un petit peu de granularité, je pense qu'il serait intéressant d'avoir en administratif aussi le salaire des hommes et la rémunération des hommes et des femmes, ce qui permettrait peut-être d'être un peu plus précis sur l'écart, et ça éviterait de comparer des choses qui ne sont peut-être pas forcément comparables, puisque je peux aisément comprendre que certains métiers techniques aient peut-être une rémunération plus élevée que l'administratif, mais donc dans ces cas-là, autant comparer ce qui est comparable. Et quitte à aller dans la granularité, autant si vous pouviez faire ce travail-là, je pense que ça va être tout à fait possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques là-dessus? Non, je n'en vois pas. Bon, on prend acte de ce document-là, il me semble, on ne vote pas. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et nous continuons avec Catherine Bastoni sur les versements du fonds de concours. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'un règlement relatif aux conditions de versement de concours en faveur de la création et de l'extension des maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est en fait un nouveau règlement, donc, qui est un règlement au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agit d'adapter la politique publique mise en œuvre en faveur du maintien et du développement de l'offre de soins sur le territoire de Saint-Quentin. Les objectifs poursuivis par l'agglomération sont de faciliter le maintien d'une offre de soins primaires au plus près des besoins des habitants et de participer à l'attractivité et au dynamisme du territoire. Donc, cette intervention se fonde sur un soutien en investissement, en excluant toute forme d'engagement sur les dépenses en fonctionnement. Ce soutien en investissement s'entend pour tout projet, à savoir l'achat de terrain et la construction de maisons de santé pluriprofessionnelles, l'acquisition de bâtiments neufs ou anciens sans travaux, l'acquisition de bâtiments neufs ou anciens avec travaux, l'acquisition d'espaces de vente en l'état futur d'achèvement avec ou sans travaux d'aménagement, la construction d'un bâtiment et l'extension ou la réhabilitation d'un bâtiment existant. Donc le fonds de concours attribué par Saint-Quentin en Yvelines est plafonné à 1 million d'euros. Et dans l'hypothèse où ce plafond n'est pas atteint lors de l'opération visée, un dossier de travaux complémentaires à la dite opération pourra être étudié. Cet octroi de fonds de concours est subordonné au respect de l'ensemble de plusieurs critères. D'abord, un seul projet de MSPU par commune sera financé par Saint-Quentin. Le projet de MSP doit être labellisé par l'Agence régionale de santé. L'octroi d'une surface moyenne par cabinet médical est plafonné à 40 mètres carrés. L'engagement de maintenir une activité de santé pendant 20 ans minimum en cas de force majeure et la pratique d'un loyer minoré n'excédant pas le prix au mètre carré d'un logement social neuf en région parisienne. Voilà, la durée de validité du fonds de concours est de 5 ans à compter de la date de signature de la convention d'attribution. Et l'opération doit être achevée dans les 5 ans à compter de cette même date. Voilà, donc je vous propose, chers collègues, d'adopter ce nouveau règlement de fonds de concours dédié à la création et extension de maisons de santé pluriprofessionnelles labellisées par l'ARS. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Ce qui nous fera, comme j'ai pu le dire, arriver avec, sauf démission ou départ en retraite de médecins d'ici là. Nous aurons donc, avec ces 2 cabinets supplémentaires, 30 médecins sur la ville de Montigny-le-Bretonneux, dont une dizaine de généralistes sur la maison de santé pluriprofessionnelle. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce fonds de concours? Je n'en vois pas. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Nous continuons avec l'ouverture des crédits 2025, section d'investissement du budget de la ville. Et c'est une délibération rectificative que présente Catherine Bastoni. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, c'est une délibération rectificative. Donc, si vous vous souvenez, on a délibéré le 16 décembre dernier pour l'ouverture des crédits sur les crédits d'investissement à hauteur donc de 25%. La rectification concerne les restes à réaliser
qui n'étaient pas à reprendre, hein, sont reprises en budget primitif 2025 hors reste à réaliser. Donc ça, c'était le premier petit rectificatif. Donc du coup, ça vous donne le petit tableau que vous avez dans la note. Donc au total, les crédits BP plus BS 2024 étaient de 12 972 636,58 €, 25% des crédits hors reste à réaliser 3 243 158,90, soit une ouverture de crédit sur 2025 pour 3 243 158,90 €. Pour les projets suivis en APCP, ces avances doivent être plafonnées à un tiers des crédits inscrits au BP 2024 et non pas 100%. Donc voilà, c'est la deuxième rectification. Donc le total général de nos APCP était sur BP plus BS 2024 4 121 759,04 €, soit pour un tiers des crédits, une ouverture des crédits sur 2025 à hauteur de 1 373 919,68 €. Voilà pour cette délibération modificative. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Nous continuons avec le débat d'orientation budgétaire. Catherine. Merci, Monsieur le maire. Donc, tout d'abord, en introduction sur ce rapport d'orientation budgétaire, donc il s'inscrit de nouveau dans un contexte inédit pour une raison pour raison différente des fois dernières, donc, puisque là c'était un vote extrêmement tardif qui vient juste d'arriver du PLF 2025 et très complexe, des incertitudes toujours plus fortes, un impact financier majeur sur le budget de la commune du fait de l'effort financier qui est demandé aux collectivités territoriales. Donc, nous avons déjà connu plusieurs turbulences, la crise sanitaire, la crise énergétique, l'inflation, les émeutes, la crise immobilière. Et bien, voilà une de plus. Donc, lors de la commission, le PLF n'était pas encore voté. Maintenant, il est voté. Dans les points peut-être quand même importants, à noter déjà en entrée, c'est que donc on a la création et la contribution de la ville de Montigny au nouveau fonds de réserve maintenant qui s'appelle le DILICO, c'est-à-dire le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Alors si celui-ci représente 1 milliard d'euros versus les 2,2 milliards qui étaient, ou 3 milliards qui étaient prévus dans la version initiale, la contribution à la ville de Montigny n'a pas été divisée par 3 dans cette nouvelle version. Donc, parmi les autres mesures qui impacteront fortement la ville, il faut citer la contribution à la réduction du déficit de la Caisse nationale des retraites et des agents des collectivités locales, qui viendra gréver durablement les dépenses RH de la ville, la réduction du fonds vert, la forte baisse de la DCRTP, c'est-à-dire la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, qui est utilisée comme une variable d'ajustement pour financer la DGF et la poursuite de la baisse de la DGF. Donc cette situation inédite impacte également la capacité de nos partenaires à nous soutenir financièrement. Les orientations qui sont présentées sont le fruit d'une préparation particulièrement exigeante, en cherchant encore à rationaliser nos coûts de fonctionnement et en cherchant de nouvelles pistes d'économie. C'est ce travail réalisé par les élus et les services de la ville qui nous permet de ne pas avoir augmenté les impôts pour 2025. Et je remercie encore tout le travail qui a été fait par les élus et les services de la ville pour la préparation de ce DOB et qui sont encore en cours pour la préparation du budget primitif 2025. Pour autant, tout en restant extrêmement vigilant, le budget que nous proposerons intégrera la poursuite des projets du mandat, comme les travaux sur Coubertin.
L'année 2025 sera aussi marquée par des grands projets réalisés avec nos partenaires, poursuite des travaux de l'hypercentre du parc Châteville, la pose de la passerelle vers l'île de loisirs et, comme vous le citiez, monsieur le maire, la création des 2 cabinets médicaux à la MSPU. Enfin, la ville poursuit résolument ses actions de transition écologique pour réduire les impacts sur l'environnement, les travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux, les travaux au centre aquatique du lac suite à l'audit énergétique mené en 2024, la poursuite du verdissement de la flotte automobile des véhicules de la ville, la poursuite du développement de sa politique d'achat responsable et le renforcement des circulations et aménagements pour le vélo au sein des maillages de la ville. Donc en introduction également, ce que je peux dire, c'est que ce débat d'orientation budgétaire est donc une obligation légale. Le budget de la commune qui est proposé par le maire et voté par le conseil municipal dans les communes de plus de 3500 habitants, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doit être présenté. Voilà. Donc, le contexte d'élaboration budgétaire. Donc tout d'abord, on vous a présenté dans la note le contexte en 3 parties, la partie mondiale, la partie européenne et la partie nationale. Donc sur le plan mondial, eh bien, les banques centrales desserrent les taux, mais le risque géopolitique est plus important que jamais. On a une résilience étonnante de l'économie mondiale, une accélération régulière de l'activité économique par rapport au recul de l'inflation, une stabilité de la croissance et de l'emploi des revenus, un assouplissement de la politique monétaire des banques centrales et le durcissement de la politique budgétaire des pays visant à réduire leur dette publique. En Europe, l'inflation est enfin commence à être maîtrisée. Vous avez les prévisions de la Banque centrale européenne, de l'inflation et de la croissance. Donc pour 2025, 2,2% et 1,3% de croissance européenne. Pour le contexte national, donc une croissance modérée, un recul de l'inflation comme en Europe qui se confirme, mais avec des comptes publics particulièrement dégradés. Donc la croissance devrait rester faible en 2025, mais progresserait ensuite, une croissance prévue à 1,1%, un ralentissement de l'inflation qui se confirme. Donc on était à 2,1 en 2024 et l'inflation continuerait de baisser en 2025. Un déficit public en hausse, une année 2023 marquée par un déficit établi à 5,5 points du PIB. En 2024, ce déficit s'établirait à 6,1%. Et donc une hausse de déficit qui amène, comme je le disais en introduction, des mesures de réduction forte du déficit en 2025 et une dette publique qui reste parmi les plus élevées de la zone euro. Voilà pour le contexte. Donc les principales mesures du PLF 2025 qui intéressent les collectivités territoriales. Donc pour rappel, on a eu la démission du gouvernement Barnier le 5 décembre. Le nouveau gouvernement Bayrou qui est reparti du texte en cours d'examen au Sénat et le vote du PLF donc, qui vient d'avoir, qui a été adopté, le PLF qui a été adopté. Donc rétablissement progressif de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, stabilisation au titre de 2025 des fractions de taxes sur la valeur ajoutée affectées aux collectivités territoriales, maintien de la DGF 2025 et baisse des variables d'ajustement. Donc pour nous, comme c'est une assiette globale, ça va être une baisse de notre DGF 2025, on le verra un peu plus tard. L'instauration et l'affectation d'un fonds de réserve, donc ce fameux DILICO, au profit des collectivités territoriales, l'augmentation des cotisations employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
et une revalorisation forfaitaire des bases donc pour l'imposition de la taxe foncière de 1,7%. Donc, concernant les orientations budgétaires, donc nous allons passer comme d'habitude section de fonctionnement, section d'investissement, et puis nous ferons le budget annexe. Donc les recettes de fonctionnement, tout d'abord sur la partie fiscalité directe. Donc comme je le disais en introduction, pour la 15e année consécutive, il n'y aura pas d'augmentation du taux ville de la taxe foncier bâti. On est parti sur une évolution physique des bases de taxe foncière de 0,5% et pas d'augmentation pour l'ATH, la taxe d'habitation qui, pour rappel, est encore perçue sur les résidences secondaires et le foncier non bâti. Donc ça donne une projection à 27 439 000 euros pour 2025. La dotation globale de fonctionnement, quant à elle, comme je disais, va continuer de baisser. Alors là, la projection 2025 est de 1 222 554 euros et une projection 2026, vous voyez, on passe en dessous du million. Il n'y a pas bien longtemps, 2021, c'était il n'y a pas si longtemps, on était quand même à plus de 2 millions d'euros et évidemment je ne remonte pas plus loin. On en parlera un petit peu plus tard. Forte diminution donc en 2025 de l'ordre de 450 000 euros, malgré, et c'est quand même important de le noter, nous avons une croissance de la population, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu, monsieur le maire, de croissance de la population, 370 habitants, qui devrait nous amener une petite augmentation de cette DGF. Voilà, l'attribution de compensation donc, dans le cadre du pacte financier, conformément au pacte financier Saint-Quentin en Yvelines, pour 5 855 423 euros. Sur les recettes tarifaires, donc vous avez l'ensemble de l'historique des recettes tarifaires. Je suis remontée jusqu'en 2019 avec une simulation donc, pour 2024. Donc comme vous le voyez, nous n'atteignons toujours pas le niveau de recettes tarifaires de 2019. Il y a vraiment une modification des habitudes des familles et donc qui effectivement qui ont un impact sur les recettes tarifaires. Ce que l'on peut dire sur 2024, c'est noter qu'elles sont marquées par un retour progressif à des amplitudes horaires plus larges et une reprise des recettes pour le centre aquatique du lac. Pour la projection de recettes 2025, ce que nous prendrons en compte, donc on sera dans le prolongement non pas de 2023 mais de 2024, voilà, sans atteindre le niveau de 2019. Nous envisageons une augmentation des tarifs de 2% pour la saison 2025-2026 et une augmentation de 2,5% des prestations scolaires, restauration scolaire et ALSH en raison de la hausse de la prestation Sodexo de 2,65% et de la masse salariale 4%. Donc sur les droits de mutation et les subventions CAF. Donc les droits de mutation sont toujours à l'appel. Nous allons terminer l'année à peu près 1 100 000 euros. C'est la simulation d'atterrissage 2024. On a un marché immobilier qui est plus dégradé dans les Yvelines qu'il ne l'est au niveau national et je dirais l'évolution, vous avez les deux tableaux d'évolution de nos droits de mutation et celle du conseil départemental des Yvelines.
vous voyez qu'on est à peu près avec une même évolution sur 2022-2024, avec moins 47% pour nous et moins 44,7% pour le département. C'est une baisse beaucoup plus forte qu'au niveau national, puisque l'évolution au niveau national est de moins 33%. Pour 2025, nous tablons sur une légère reprise avec une prévision estimée à 1 200 000. Concernant les subventions CAF, donc on a un contexte national qui est marqué, comme je le disais, par la modification des besoins des familles et la pénurie de personnel. Les subventions CAF, ça concerne pour le périmètre de la ville une partie des services scolaires, une partie sur les maisons de quartier, mais le gros, c'est la petite enfance. Donc, et je parle donc des pénuries de personnel, que ce soit au niveau de la petite enfance, mais aussi au niveau du périscolaire. Il y a de nouveaux modes de calcul qui, donc sur la petite enfance, qui vise à sécuriser les recettes des partenaires. Donc on devrait avoir une estimation à la hausse des recettes prévisionnelles 2025, avec une prudence tout de même, eu égard au contexte national sur les recrutements. DCRTP et FNGIR, donc dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et Fonds national de garantie individuelle des ressources. Donc comme je le disais, la DCRTP subit une baisse importante en tant que variable d'ajustement. Donc l'année dernière, nous avions déjà perdu 17 000 euros. Là, cette année, donc nous allons perdre 266 000 euros. Donc c'est une baisse de près de 58% sur cette DCRTP. Et donc qui est une baisse qui est pour financer une partie de l'abondement de la DGF. Voilà. Le FNGIR, lui, reste à son montant initial. Donc nous allons parler maintenant des dépenses de fonctionnement. Donc, premier poste, les charges de personnel. Donc, les charges de personnel, vous avez l'évolution de 2021 avec une projection jusque 2026, une simulation de l'atterrissage 2024. Donc, en 2021, nous étions à un peu plus de 31 millions d'euros. Un peu plus de 32 millions en 2022, 32 millions, presque 32 millions 5 en 2023. L'atterrissage 2024 est à 32 millions 734 000 euros, un petit peu inférieur aux ouvertures de crédit du BP 2024. Projection 2025, 33 millions 6, donc 1 million de plus quasiment, et 34 millions 5 sur 2026. Donc, il y a eu, donc on a eu quand même des augmentations importantes sur les charges de personnel dues à des augmentations de points, enfin je dirais les augmentations qui ont été définies au niveau national pour l'ensemble du personnel des collectivités territoriales. Les projections 2025 intègrent donc la poursuite de l'accueil des apprentis. Nous en avons 13 sur 2024-2025. La poursuite de la formation des agents communaux, l'intégration de 7 agents, la participation à la mutuelle et à la prévoyance dont vous parliez, monsieur le maire, tout à l'heure. Donc depuis janvier 2024, près de 300 contrats. La baisse du volant d'heures supplémentaire, l'impact de la fermeture de 2 écoles sur 4 mois. Et la hausse des charges patronales annoncées au PLFSS, de la cotisation de la CNRACL et des cotisations URSSAF. C'est une augmentation qui représente 500 000 euros, soit 1% des dépenses de fonctionnement de la ville. Les dépenses de gestion. Donc, ces dépenses de gestion, elles sont
Atterrissage que nous prévoyons donc pour 2024 à hauteur de 13 883 582 euros. Vous voyez, c'est 1,6 million de plus qu'en 2023. Et vous voyez une augmentation très forte des dépenses de gestion sur 2020, depuis 2020, où on était à 8,2 millions. Alors 2020, ce n'est pas évidemment une bonne année de référence, hein, mais si vous prenez le CA 2022, 10,9 millions, voilà, vous avez bien une augmentation assez continue de ces charges de fonctionnement. Donc les charges de fonctionnement 2025, elles devront prévoir la baisse des coûts de l'énergie et des consommations en raison des travaux que nous faisons. Les effets de la renégociation du marché transport, donc ça c'est des effets positifs sur nos dépenses de fonctionnement. Les effets négatifs, c'est le maintien d'un prix élevé pour les denrées alimentaires, l'augmentation du marché de restauration pour les écoles et crèches, donc plus de 65% comme je le disais tout à l'heure, l'augmentation forte du coût des prestations de services et bien sûr nous maintenons le plan de sobriété. Dans les dépenses de fonctionnement, il y a toutes les contributions de la ville, au FSRIF, au FPIC, au Fonds de mobilité Île-de-France, enfin la mobilité région Île-de-France, et maintenant donc en plus au DILICO. Alors, sur contribution FSRIF et FPIC, c'est 1 million d'euros. Contribution mobilité région Île-de-France, donc au total, c'est 748 311 euros. Nous inscrivons au budget 500 000 euros puisque nous déduisons le produit des amendes de police. Donc, on estime que le produit des amendes de police sera de l'ordre de un peu moins de 250 000 euros. Alors, le mot contribution n'est pas tout à fait exact puisque en fait c'est un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales et donc c'est au profit, comme je vous l'avais entendu au début, au profit des collectivités territoriales, c'est-à-dire que le mécanisme il est le suivant. Donc il est estimé, on estime à 700 000 euros pour l'année prochaine, enfin pour 2025, pour cette année, excusez-moi. Et en fait, l'année N+1, nous allons récupérer un tiers de ces 700 000, mais dont 10% seront prélevés, iront en péréquation au fameux FPIC. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas la même chose que la contribution, que les deux autres contributions, le mécanisme est un petit peu différent. Donc nous en récupérerons un tiers, mais nous recontribuerons l'année prochaine à hauteur de je ne sais pas combien pour ce DILICO. Ensuite, troisième partie, les intérêts de la dette. Donc sur les intérêts de la dette, 51 000 euros de crédit à prévoir pour payer les intérêts 2025 du prêt contractualisé avec la Poste et 20 000 euros de crédit à prévoir pour les paiements des intérêts de l'emprunt du type Intracting. Les subventions versées aux associations, le montant des subventions versées aux associations sera de l'ordre de celui versé en 2024 et le résultat de tout cela, eh bien, c'est une épargne brute qui sera fortement impactée et la perte des recettes, les augmentations des dépenses ne permettent plus de générer un autofinancement complémentaire en complément déjà de ce qui est versé, je dirais, naturellement de la section de fonctionnement à la section d'investissement par le biais des amortissements. Donc, nous allons passer maintenant à la section d'investissement. Recettes d'investissement, recettes habituelles, le FCTVA pour 1 450 000, les subventions de Saint-Quentin, du conseil départemental ou de l'État, le financement des opérations inscrites à la PPI, donc prélèvement annuel sur les 5,3 millions d'euros d'investissement traditionnel, le fonds de concours de Saint-Quentin en Yvelines, culture et sport pour 1 637 932 euros, l'excédent du budget d'aménagement Bergson
les subventions des îles et fonds verts, puisqu'on espère bien, maintenant que le budget est voté, pouvoir candidater à nouveau sur le fonds vert. Des subventions spécifiques qui sont sollicitées toujours pour les projets d'investissement, tels que l'Agence de l'eau, la Caisse d'allocation familiale, la région Île-de-France, l'ARS, les départements des Yvelines, etc. Donc là, vous avez le niveau, l'endettement de la ville avec donc nos deux emprunts. L'emprunt en gris, l'emprunt de la Banque Postale de 10 millions d'euros au taux fixe pour une durée de 20 ans avec un montant annuel des amortissements de 500 000 euros. Et l'emprunt Intracting mobilisé sur 3 ans, donc par tranche de 500 000 euros. Au taux de 2%, remboursable sur 13 ans pour un montant total de 1,5 million d'euros. Donc les dépenses d'investissement, 3 parties, la PPI, les travaux d'accessibilité et les dépenses d'équipement hors PPI accessibilité. Donc dans la PPI, vous avez le ravalement rénovation thermique de la crèche Comtesse de Ségur et la rénovation de la cour, la rénovation thermique du gymnase Coubertin, le démarrage des travaux, l'aménagement de l'aire de jeu du village, l'agrandissement de l'aire de jeu du Pas du Lac, la poursuite du plan vélo via la Sente des Mésanges et la création d'un terrain de basket 3-3 à Alain Collat, terrain de basket couvert. La poursuite des travaux d'accessibilité, les dépenses d'équipement hors PPI accessibilité, ce sont les travaux au centre aquatique du lac, la création de cabinets généralistes, la finalisation des aménagements liés à l'appel à projet des conseils de quartier, le renouvellement de la flotte automobile, l'achat de matériel ergonomique et facilitant pour le personnel communal, le remplacement et le renforcement des équipes informatiques, des équipements informatiques hardware et les travaux de voirie, passage Mansart, plus un tronçon de la rue de la République. Sur le budget annexe spectacle et cinéma, donc on a de nouveaux équilibres après la crise financière, la confirmation des nouvelles habitudes des spectateurs qui réservent plus tardivement. Et donc on a sur la saison là en cours un taux de remplissage moyen avoisinant les 70%. Et bien donc les hypothèses budgétaires tiendront compte de ces évolutions post-Covid. Voilà, écoutez, je vous remercie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce rapport d'orientation budgétaire. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Karine également et les services des finances puisque vous avez... et les élus des différents secteurs, puisque vous avez dû faire ce travail en l'absence de la directrice des finances. Cette année particulièrement compliquée avec tout ce que tu as annoncé de baisse, de prélèvements que nous devions assumer. Bravo pour ce travail qui nous permet de pouvoir maintenir le niveau des services et de pouvoir continuer d'investir fortement sur la ville, alors que nous voyons nos recettes diminuer de manière extrêmement importante. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce débat d'orientation budgétaire? Je n'en vois pas où ça compte. Si, Madame Lavenant. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Oui, déjà, je voulais remercier effectivement les services pour la rédaction du DOB et avec la première partie qui est un peu longue à lire, mais qui est très intéressante et qui permet de comprendre tout le contexte local, national, international, et j'en passe. Donc voilà. Quelques petites questions. Si, d'abord, la première question, c'est pour être bien sûr, on va voter cette délibération, mais on va voter le fait qu'on prend acte que le débat s'est tenu. Exactement. On ne vote pas le fait qu'on soit d'accord ou pas avec Non. Ok, parce que comme ça a un peu changé entre la commission et maintenant, c'est pour bien savoir sur quoi on vote. Donc on est bien d'accord sur quoi on vote. J'ai une question sur l'augmentation des tarifs de restauration. Comment est monté le contrat? C'est inhérent au contrat, le fait qu'il y ait une augmentation, c'est dans le contrat qu'on a une formule de révision qui tient compte de l'inflation. C'est calqué sur l'inflation, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et une petite question sur la capacité d'autofinancement. Donc là, on a bien vu que cette année, il n'y avait pas forcément de capacité d'autofinancement, mais est-ce qu'il y a des projections
sur les prochaines années pour savoir comment on va réussir comment est-ce qu'on va réussir à retrouver, et si on va réussir à retrouver une capacité d'autofinancement, et quelle marge de manœuvre il y a pour éventuellement retrouver cette capacité-là. Oui, alors effectivement, ça veut dire qu'il va falloir qu'on change un petit peu aussi de mode de fonctionnement. Ce que vous avez vu aussi, alors je ne l'ai pas cité là, en fait, ce qui est important, c'est qu'on va commencer aussi de travailler dès cette année, à aller à la recherche d'un emprunt en lien avec les travaux que nous faisons. Des travaux, je dirais, d'économie d'énergie, tous les travaux de rénovation thermique. Donc nous allons chercher, de même que nous avons été chercher un emprunt Intracting qui est financé dont les intérêts sont financés par les économies d'énergie et même plus. On va aussi aller sur des prêts, c'est notre volonté d'aller voir un petit peu les prêts bonifiés par rapport à ces travaux d'énergie de rénovation thermique que nous menons. Ensuite, il va y avoir aussi d'autres manières, d'évolution de manières de travailler qui vont intervenir, sur lesquelles il va falloir réfléchir. Il y a aussi, on va avoir aussi par rapport au terrain, aux écoles que nous allons désaffecter. Donc il va y avoir aussi ces ventes de terrain qui vont arriver dans le futur. Donc voilà, c'est tout cela. Et évidemment, il va y avoir une transformation, puisque jusqu'à présent, on était avec un modèle où on empruntait, où on avait assez peu d'emprunts pour financer nos travaux. Donc on va effectivement être sur un changement de modèle. Merci. Donc oui, en fait, ça va plus être d'aller chercher des emprunts plus qu'avant. L'idée dans le futur, c'est ce que j'ai bien compris. Et comme vous avez parlé de la fermeture d'école, ça me fait penser que j'ai oublié une de mes questions. La fermeture des 2 écoles, elle entraîne des économies. Alors là, je ne parle pas de la vente des terrains ou que ce soit, je parle juste des économies de fonctionnement, l'énergie qu'on n'utilise pas, la baisse de personnel que cela entraîne aussi au niveau des personnels mairie, animateurs, restauration, périscolaire. Et donc on l'a déjà dit plusieurs fois, je le redis encore aujourd'hui, ça n'apparaît pas forcément dans le DOB, mais c'est un point qui nous tient beaucoup, qui nous tient vraiment à cœur, c'est le fait que l'argent économisé sur les écoles, est-ce qu'il va bien être intégralement réintégré pour les écoles? Alors, les économies qui sont faites, elles vont effectivement, il y a un grand nombre d'investissements qui sont prévus pour les écoles. Donc en fait, les investissements que l'on va avoir à faire sur les écoles sont bien au-delà des économies générées. Par exemple, regardez déjà dans la PPI les travaux que l'on va faire sur Dumas, sur Mansart. On va avoir aussi en perspective la création de SELF sur l'ensemble des écoles. Dans les assises, on a également les cours d'école. Donc une cour d'école, voilà, c'est quand même tout de suite assez coûteux, vu le nombre de cours que l'on a à refaire. Donc ça va s'étaler bien sûr dans le temps. Mais voilà, si vous mettez en perspective, donc oui, on va baisser nos dépenses de fonctionnement. Et puis il va y avoir aussi d'autres choses. Il va y avoir d'une part la partie de l'investissement et puis une partie
de fonctionnement. Pareil, tout ce qui va être activité avec le Forum des Arts Charles Aznavour, etc. Donc, si on prend au global par rapport à tous les investissements qui sont à dégager, que nous mettons en perspective pour les écoles, voilà, il y a les fonds vont être même insuffisants, j'ai envie de dire, par rapport à l'ensemble de ce qui est à financer, de ce qu'on prévoit de financer suite aux assises. Merci. La question sur l'autofinancement, donc un problème de fonctionnement avec les recettes et les dépenses qui se resserrent. Vous avez répondu par impôt et vente de patrimoine, par non, emprunt. pas emprunt. Oui. peut-être que c'est un lapsus. C'est votre lapsus, oui. Alors, donc je reprends, effectivement. Donc, on vous pose une question sur le fonctionnement et vous répondez emprunt et vente de patrimoine. Vous avez aussi dit qu'il allait falloir changer un peu les manières de fonctionner. Enfin, vous avez fait une petite phrase un petit peu allusive là-dessus. Je veux savoir concrètement, je reprends la question de Claire Lavenant, c'est de savoir comment vous voyez évoluer l'autofinancement dans les années qui suivent. Est-ce qu'il reste à zéro ? Et si, enfin, dans tous les cas, qu'est-ce que vous prévoyez pour optimiser, retrouver de l'autofinancement, des marges de manœuvre ? Et ça, c'est, excusez-moi, mais la question, c'est vraiment sur le fonctionnement. Alors, pour répondre à votre question, nous sommes là dans une année, et peut-être 2-3 années particulières, puisque nous sommes avec des prélèvements de l'État sur les finances des collectivités qui sont spécifiques. On est avec le DELICO, ce fameux fonds qui a été sollicité. Donc un certain nombre de choses qui viennent, qui nous ont été présentées comme étant exceptionnelles. Aujourd'hui, par exemple, si nous n'avions pas le DELICO, l'augmentation de la CNRACL, etc., nous aurions sur nos budgets 1 600 000 à 1 700 000 euros supplémentaires à mettre en autofinancement. Et nous ne pouvons pas, parce que nous avons ces prélèvements qui viennent en plus des diminutions dont nous avons parlé tout à l'heure, des DMTO, des droits de mutation, de la dotation globale de fonctionnement, etc. etc. Donc, on doit affronter pendant 3 ans une situation financière qui est liée à ce que je viens d'évoquer et qui se passe dans un contexte où nous venons de traverser une période avec des années particulières liées aux hausses des coûts d'énergie, qui nous ont ponctionné aussi de manière importante. Donc, nécessairement, il faut qu'on soit en capacité de faire le dos rond et d'affronter la période des 2-3 ans qui viennent là, tout en étant capable de poursuivre les investissements, etc. Mais au niveau du fonctionnement, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le travail qui a été fait dans chacun des services, c'est de regarder comment faire pour ne pas détériorer ou diminuer les services, mais malgré tout réussir à trouver des marges d'économie pour qu'on arrive à fonctionner avec ce fonds, avec ces recettes qui sont nettement plus basses. Donc c'est ce que nous arrivons à faire et votre question elle est très importante parce que c'est ce que nous avons rédigé là à l'attention du président du Sénat avec mes 11 collègues maires de 50 ans en Yvelines, c'est qu'en est-il des finances locales dans les prochaines années? Et ce que nous suggérons, nous, c'est que le gouvernement étudie la possibilité qu'une loi de finances concernant les collectivités puisse porter non pas sur une année, mais sur plusieurs, de façon à ce qu'on puisse avoir une visibilité et savoir comment ça va se passer. Parce que quand chaque année, vous êtes à attendre jusqu'à janvier, février, pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé et de quels moyens vous allez disposer, c'est très compliqué pour bâtir des budgets, c'est très compliqué pour mener des politiques et pour dire comment on doit orienter les différentes économies, etc. etc. Donc, vous mettez le doigt là sur quelque chose de juste. Il faut qu'on arrive à stabiliser, je l'espère, avec l'État, les finances et surtout la façon dont l'État va ponctionner les collectivités dans les prochaines années pour que nous, on soit en mesure derrière de pouvoir dire, maintenant qu'on sait vers quoi nous allons et comment les choses vont se passer dans les 3, 4, 5 ans, eh bien, on peut construire quelque chose. On peut proposer aux différents services, aux différents usagers, en discuter avec les uns les autres pour voir comment on fonctionne. Mais là, aujourd'hui, je vous dirais, pour l'instant, on est vraiment dans une stratégie de on fait le dos rond, on essaie de tenir
et de réagir avec ces annonces qui nous parviennent, comme disait Catherine Bassoni. Dans le premier plan, les prélèvements auprès des collectivités étaient 3 millions. On entend que dans le PLF qui était annoncé là, 3 milliards, oui, 3 millions. 3 milliards. Dans le PLF, on nous annonce 1. On s'est dit, bon, bah, formidable, on divise par 3. Pas du tout, on passe de 900 000 à autour de 700 000, 688 000. Donc vous voyez bien, on est sur des chiffres comme ça qui sont quand même relativement élevés. Et il faut voir en plus que dans le mécanisme de calcul de ce DILICO, je serais curieux de savoir qui l'a pondu ce truc, moi. Dans le DILICO, ça n'est pas assis uniquement sur les finances de la collectivité, c'est assis aussi sur le potentiel fiscal des habitants. Donc quand j'entends dire on ne veut pas augmenter les impôts des habitants, mais quand il y a une collectivité, vous allez me donner tant parce que vos habitants, ils ont tel niveau de revenu, ça me pose question quand même. Donc voilà, pour vous répondre là-dessus, aujourd'hui, difficile de dire dans 2 ans, dans 3 ans, comment on bâtira notre budget, parce que tant qu'on n'a pas de visibilité là-dessus, c'est très difficile. Par contre, la position prudentielle qu'on a depuis un certain temps, le fait aussi qu'on ait un taux d'endettement faible, nous permet de résister. Le fait aussi, à Montigny et Saint-Quentin, c'est important, le fait qu'on ait beaucoup d'entreprises nous permet d'avoir un niveau de recettes grâce aux entreprises qui fait qu'on arrive à affronter tout ça difficilement, mais moins difficilement que d'autres. Hein, on le sait, aujourd'hui, il y a des collectivités qui sont dans des états épouvantables, il y a des départements qui vont se retrouver en budget négatif dans l'année qui vient. Donc on traverse vraiment une période particulière, on s'en sort pas trop mal, mais très compliqué de dire aujourd'hui, voilà ce qui sera demain en matière de finances, puisqu'on ne sait pas. L'année prochaine, le DILICO, est-ce qu'on ira encore droit ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non? Eh bien, je vous propose donc de voter le fait que vous avez bien pris connaissance de ce débat d'orientation budgétaire. Qui est pour Pardon de la formule, mais on se comprend? Merci beaucoup. Point suivant, nous avons un sujet tout aussi important puisqu'il s'agit des biens meubles de faible valeur, et c'est Ali Nadine qui nous présente ce sujet. Bonsoir. Un arrêt ministériel de 2021, 26 octobre 2021, simplifie la procédure d'imputation des biens de faible valeur en section d'investissement. Ce texte prévoit de fixer le seuil d'imputation des biens en investissement à 500 €. Et c'est un montant unitaire, toute taxe comprise, d'une acquisition. Il comprend la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, et ce, quelle que soit leur valeur unitaire. Le contenu de cette liste peut être complété chaque année par des biens meubles d'un montant inférieur à 500 €, sous réserve que ces biens sont durables et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stock. Cette délibération cadre annuelle est complétée le cas échéant par délibération express. Le conseil municipal est invité à lister les biens devant figurer sur la liste ci-dessus. Merci beaucoup, Alina. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Point suivant. Complément des tarifs municipaux. Michel Cotin, tu nous présentes ça? Bon, merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc il s'agit de créer un nouveau tarif municipal pour la Color Run, qui est une course qui a été organisée en 2024 en amont des Jeux Olympiques, qui a remporté un énorme succès et que nous allons donc remettre au goût du jour le 17 mai 2025. Et pour ce faire, on va créer donc un tarif. On demande d'accepter cette création de tarif, donc qui va être un tarif enfant de 3 €, avec une prévente pour les plus de 18 ans donc de 5 € et un achat dernière minute à 8 €, sachant que les enfants de moins de 8 ans, donc ce sera gratuit. Le tarif prévente s'appliquera du 10 mars au 9 mai et le tarif achat dernière minute s'appliquera du 12 au 16 mai. Et le jour de la course, il n'y aura pas de possibilité d'acheter. Donc ce sera obligatoirement une réservation. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Rien sur les couleurs? Très bien. Alors, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Point suivant, garantie d'emprunt pour 1001 Vie Habitat. Et c'est Georges Mana qui nous présente ce point. Monsieur le maire, mes chers collègues, la société 1001 Vie Habitat souhaite acquérir et améliorer 94 logements locatifs privés conventionnés à la résidence L'Épidore 1 située au 1-9 Allée des Épines à Montigny-le-Bretonneux. Donc ces travaux se concernent, il y a pas mal de travaux d'amélioration, de mise en conformité pour une meilleure performance énergétique. La liste elle est jointe à la délibération. Ainsi, afin de pouvoir mener à bien le financement de cette opération, la société 1001 Vie Habitat a donc recours à un emprunt auprès de la Caisse de dépôt et de consignation pour un montant total de 20 411 015 € destiné à financer l'acquisition et la réhabilitation des 94 logements à usage locatif social. Donc il y a plusieurs lignes de prêts qui sont détaillées dans le tableau qui est joint, ainsi que les caractéristiques financières de ces emprunts sont pareil détaillées. Afin de finaliser la contractualisation auprès de la Caisse de dépôt et de consignation, le bailleur sollicite la ville pour garantir à 100% l'emprunt pour un montant total de 20 411 015 €. En contrepartie de cette garantie financière, le bailleur propose un droit de réservation pour la ville à la hauteur de 20%, ce qui correspond à 19 logements. Ce droit de réservation est valable sur la durée du prêt le plus long, à savoir 60 ans. Il est proposé au Conseil et à Monsieur le maire de signer cette garantie. Merci. Merci beaucoup, Georges. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? J'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Monsieur le maire? Oui. Ah oui. Je ne prends pas part au vote sur Absolument. cette délibération. Merci. Oui. Merci. Donc, à part Christophe, unanimité. Merci bien. Point suivant. Il s'agit de la subvention exceptionnelle pour l'île de Mayotte, après le cyclone. Nous avions annoncé que nous interviendrions là-dessus. Donc c'est Alina qui présente ce point. Merci. Le 14 décembre 2024, l'archipel de Mayotte a été frappé par le cyclone Chido. Les dégâts sur l'île sont considérables, en particulier sur les habitations précaires et surpeuplées. 70% des habitants de Mayotte ont été gravement touchés par Chido. Sur la base des images satellites, le service d'urgence du programme européen Copernicus estime que plus de 19 000 bâtiments et 105 km de routes ont été endommagés et détruits. Comme elle l'a déjà fait par le passé, lors des catastrophes naturelles, la ville souhaite apporter une aide aux Mahorais. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver un versement d'une subvention de 5 000 € en faveur de la Croix-Rouge pour son action sur place. Merci beaucoup, Alina. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à ce sujet-là? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Nous continuons avec l'adhésion à une interface permettant l'échange de données fiscales entre la ville et la DGFiP. Et donc, c'est Mme Loganadan qui nous présente. Davy, vas-y. Merci, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, les tarifs des activités périscolaires, extrascolaires, jeunesse et vie des quartiers et même maison des langues sont calculés sur la base d'un taux d'effort ou d'un quotient familial qui dépendent des données fiscales du foyer. Donc actuellement, les utilisateurs du portail famille nous fournissent leur avis d'imposition ou leur numéro d'adhérent CAF. Le programme Dites-le-nous une fois, particulier, vise à simplifier les démarches administratives et à améliorer les relations entre les usagers et l'administration en les disposant de fournir des justifications de ressources. Et dans ce cadre, la Direction générale des finances publiques a développé une interface informatique qui permet d'échanger automatiquement entre leurs bases fiscales et le logiciel interne de la mairie. Alors, c'est ce qui permettra à compter de la rentrée 2025 de se baser sur le revenu fiscal de référence de l'année N-1 et non N-2 comme actuellement.
Donc, pour les utilisateurs du portail famille qui l'accepteront, donc la récupération des données fiscales sera automatique. Sinon, ils devront toujours fournir leur dernier avis d'imposition. Donc, je vous prie donc, chers collègues, de délibérer en la faveur de cette simplification des démarches administratives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Davy. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Allez-y, monsieur Nadeau. Oui, dans cette nouvelle mise en place, au-delà du côté des données sur lequel je reviendrai, il y a quelque chose qui est assez, je dirais, négatif pour les familles, puisque maintenant on utilisera donc le revenu N-1 et non plus N-2, qui était quand même plus favorable pour la tarification pour les familles. Généralement, l'évolution des salaires se fait généralement à chaque année, donc le N-2 est souvent plus favorable. Alors, vous avez des tas de situations familiales entre l'année N-2 et N-1, ça a changé et ça rend bien service. Quand on est au plus proche, on a souvent des demandes des habitants qui nous disent « mais depuis ma situation familiale a changé » et qui sont bien embêtés qu'on prenne l'année N-2. Donc, ouais. Je ne partage pas du tout votre avis. Bon, pour manipuler des avis d'imposition à peu près tous les jours, je me rends compte de ce que c'est et je peux vous affirmer que le N-2 généralement est plutôt favorable. Ouais. Au-delà de ça, de toute façon, on ne sera pas d'accord, c'est pas grave. Par contre, au-delà de ça, il a été dit en commission que les informations seraient effacées d'une année sur l'autre, puisque chaque année, comme il y a le renouvellement, la donnée fiscale de l'année précédente serait... Elles sont écrasées d'une année sur l'autre. Par contre, je n'avais pas de réponse à ma question. Lorsque les élèves sont donc en dernière année de primaire, l'année suivante, donc il n'y a plus l'utilisation de ce programme-là. Donc comment cette dernière année sera effacée? Elles sont aussi écrasées. Oui, mais est-ce que ce sera indiqué? Est-ce qu'on peut en avoir la certitude? Parce que pareil, vous me dites que c'est écrasé, je vais bien vous croire. Vous le confirmez. Il y aura quelque chose d'indiqué et que les familles pourront éventuellement aussi indiquer qu'elles ne souhaitent pas utiliser ce système-là. Ah oui, ça oui, bien sûr. Ce sera indiqué clairement et pas un petit atterix tout en bas. Si, on va le mettre dans une langue étrangère et de l'autre côté. Ah, très bien. Monsieur Nadeau. Ça me plaît bien, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Je n'en vois pas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? 2 abstentions. Je vous remercie. Point suivant. Oui. Pardon, je dis ça, mais non, c'est peut-être contre. Qu'est-ce que... Non, c'était bien abstention. Vous n'avez rien dit, c'est vrai. Merci. Mais pardon quand même. Actualisation du tableau des effectifs, Christine Garnier. Oui, bonsoir. Petit tableau cette fois-ci. Nous n'avons que 3 lignes. Alors, nous avons une suppression de poste. C'est parce que suite au départ d'un agent, nous avons recruté un nouvel agent en interne, mais qui n'a pas le même statut. Donc, on est obligé de créer un poste et d'effacer l'autre, de supprimer l'autre. La deuxième ligne, c'est la création de 3 postes d'auxiliaire de péricultrice pour faire face aux besoins des services. Et enfin, la troisième ligne, c'est un poste que nous supprimons qui avait servi à un moment pour faire du tuilage, mais qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce tableau? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Et José, alors, en matière de culture, tu vas devenir électrique? Nous avons sur la commune plusieurs transformateurs électriques, c'est-à-dire des monoblocs en béton, c'est pas très beau, et sommes convaincus que la mise en œuvre d'une politique d'aménagement durable du territoire passe par une bonne gestion des paysages du quotidien. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons encourager l'art urbain en permettant à notre conservatoire des arts de s'exprimer en dehors de ses murs et des salles d'exposition au travers d'une expression artistique locale. Et pour ce faire, nous nous sommes rapprochés d'Enedis, qui apporte son soutien en mettant un ouvrage de distribution électrique à disposition et qui participe financièrement à son embellissement par une fresque. Donc vous aviez en pièce annexe la convention qui était jointe à cette délibération, et dans cette pièce annexe,
On vous précise bien évidemment le lieu, puisqu'il s'agit d'un transformateur qui se situe rue des Coquelicots, avec une date de début de chantier au premier semestre 2025 jusqu'au début du deuxième semestre, et puis un projet qui est cofinancé par la commune et par Enedis à hauteur de 500 € par poste de distribution pour l'année 2025 dans la limite de 2 postes par an. Donc espérons que ce soit le début d'une longue et belle série pour embellir le paysage urbain de notre ville. Il vous est demandé, mesdames et messieurs, d'approuver les termes de la convention jointe et donc d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci beaucoup José. Est-ce qu'il y a des amateurs de fresques qui veulent intervenir? Monsieur Buriot. Oui, amateur, mais c'est surtout pour dire que je ne prendrai pas part au vote puisque je travaille pour Enedis. D'accord. Mais vous ne participerez pas avec le pinceau non plus? Non, il y arrive. Non? Non. Très bien. Merci, on prend compte. Pas d'autres remarques? Très bien, je vous propose de passer au vote. Donc, à part monsieur Buriot, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Nous poursuivons avec la convention d'objectifs et de financement entre la CAF et la ville. Corinne, c'est toi qui nous présente ce point. Merci, oui, bonsoir à tous. Alors comme vous le savez, la crèche Émile-Montain a rejoint la famille des crèches Émile-Montaine en août dernier. Et pour bénéficier du versement de la PSU, nous devons adhérer à la convention d'objectifs et de financement établie par la CAF. C'est pourquoi il nous est proposé ce soir d'approuver la mise en œuvre de la convention de la crèche Émile-Montain pour la période 2024-2026. Merci. Merci beaucoup Corinne. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Nous continuons avec la subvention à l'ASMB Rugby, avec le traditionnel échange avec le Rugby Club de Wicklow, en espérant que nos petits de Montigny battront leurs homologues, ce qui est difficile à chaque fois. En général, c'est nous qui prenons, hein, souvent. Hein. Du temps de mes fils, on a perdu les 2 fois. C'est terrible, terrible. Bien, alors, je parle, mais c'est Véronique qui nous présente ce point. Vas-y. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, la SMB Rugby poursuit son échange avec le Rugby Club de Wicklow, ville irlandaise, et organise un accueil du 11 au 13 avril 2025 à Montigny-le-Bretonneux des 27 jeunes rugbyman et des 3 adultes accompagnateurs irlandais. Le Rugby Club de Wicklow a budgété le coût total de transport de ce séjour à 1 640 €. Il vous est demandé d'autoriser la ville à verser l'aide financière de 1 640 € correspondant au transport. Merci. Merci beaucoup Véronique. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques là-dessus? Je n'en vois pas. Mais écoutez, qui est pour? Madame Lavenant. Véronique, peux-tu couper ça? Oui, enfin, alors le truc c'est que nos enfants n'en bénéficient pas directement vu que les transports n'est que pour les enfants irlandais, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être participer au vote. Non, pas de souci. Voilà, mais bon, enfin ça change pas grand-chose. Non, mais pas de souci. Non, c'est bon. Très bien, donc c'est pour unanimité. Ensuite, subvention lycée Descartes, l'échange scolaire avec le lycée Campagna Maria de San Fernando, et c'est Claire Dizès qui nous présente ce point. Merci monsieur le maire. Comme chaque année depuis plus de 10 ans, le lycée Descartes poursuit son échange avec le lycée Campagna de Maria de San Fernando de notre ville jumelle espagnole. Ce n'est pas un simple voyage, mais un réel échange avec une correspondance entre les élèves et des projets communs. Dans un premier temps, les jeunes Espagnols qui seront hébergés chez leurs correspondants viendront du 2 au 9 avril sur Montigny. Puis ce sera au tour de nos lycéens de se rendre à San Fernando du 13 au 20 mai prochain. Vous pouvez lire dans les notes les différentes visites prévues au programme ainsi que le projet pédagogique. Les membres du conseil municipal tiennent à apporter leur soutien aux établissements afin d'encourager l'ouverture sur l'Europe et sur les échanges. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir accepter de verser la subvention de 2 900 € qui permettra au lycée Descartes de mener à bien son projet. Montant calculé selon les critères et modalités d'attribution de subventions pour les voyages à destination de nos villes jumelles. Merci. Merci beaucoup Claire. Est-ce qu'il y a une question, une remarque à ce sujet? Monsieur Nadeau. Oui, on va gagner du temps. On ne fera pas le débat de l'année dernière sur le lycée confessionnel et privé. Hein, on va gagner du temps. Pour autant, je ne participerai pas au vote. Très bien, merci Monsieur Nadeau. Donc à part Monsieur Nadeau, qui est pour ce projet?
Oui, oui, il ne participe pas au vote. Oui, oui, c'est bien noté comme ça. Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons au terme de l'ordre du jour de ce conseil. Nous avons donc 2 questions orales. Donc, qui veut poser la première? Ce sera moi. C'est vous, Madame Lavenant. On vous écoute. Donc, Monsieur le maire, Monsieur le premier vice-président de l'agglomération, le 20 janvier dernier, le collectif OVSQ, François Morton, le maire de Guyancourt, Ali Rabel, le maire de Trappes, Didier Fischer, le maire de Coignières et Bertrand Houillon, le maire de Magny-les-Hameaux, ont donné une conférence de presse et lancé une pétition pour une gestion de l'eau plus juste et plus responsable et plus durable à Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles-Grand-Parc, vu que la gestion de l'eau est commune pour ces 2 agglomérations. Cette pétition demande à ce que la gestion de l'eau ne soit plus confiée à un prestataire privé, mais soit reprise en gestion publique, comme de nombreuses communes et agglomérations de tous bords politiques le font actuellement. En outre, le système actuel de facturation est très défavorable au logement collectif. Et à Montigny, accessoirement, elle est aussi défavorable aux habitants du Pas du Lac. La pétition demande donc une gestion juste, transparente et durable, avec notamment une tarification progressive, sociale et écologique, des réseaux mieux entretenus, avec plus d'investissements qui permettraient de réduire les fuites et de moderniser les infrastructures. Actuellement, les fuites sont estimées à 20%, ce qui est quand même assez énorme. Une transparence renforcée. Nous souhaiterions donc savoir si vous êtes aussi pour une gestion de l'eau plus juste, plus responsable et plus durable, et si vous défendrez cette position lors du prochain conseil d'agglomération qui se tiendra jeudi. Merci. Merci, Madame Lavenant. Alors, nous serons toujours favorables à une gestion juste et durable, mais Catherine Bastoni va vous apporter la réponse. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, l'eau est un service essentiel sur une ressource qu'il nous faut gérer avec responsabilité. Nous sommes entièrement d'accord sur ce point. C'est un sujet sérieux pour lequel il convient d'être précis et factuel dans les informations communiquées aux usagers et notamment aux Igny-Montins. C'est pourquoi lors du prochain conseil municipal, nous vous ferons une présentation complète sur la gestion de l'eau sur le territoire de Saint-Quentin, une gestion de l'eau juste, responsable et durable. Nous vous présenterons en toute transparence la démarche mise en œuvre pour décider de l'organisation et du mode de gestion et les étapes qui ont conduit au choix du mode de gestion pour 2027. D'ores et déjà, je souhaite revenir sur quelques points. Ainsi, sur le sujet des fuites. Dans la pétition dont vous parlez, il est indiqué que le réseau d'eau potable est mal entretenu et que, je cite, chaque jour, l'équivalent de 35 000 euros d'eau s'évapore en raison des fuites. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que le rendement, c'est-à-dire la performance du réseau de Saint-Quentin, est de 90%, et sur le périmètre de la concession actuelle, le rendement est de 93%. Alors pourquoi je fais la différence entre performance du réseau sur Saint-Quentin? C'est que sur Saint-Quentin, tout n'est pas dans la concession du délégataire. Voilà, il y a 2 communes qui sont hors délégataire. Et d'autre part, comme vous le disiez, le périmètre d'Aquavesque, ce n'est pas seulement Saint-Quentin, c'est également une partie de Versailles-Grand-Parc et c'est également une partie des communes du 92. Donc en comparaison, revenons sur ce rendement et sur ce taux de fuite. Donc je disais 90% sur Sky, 93% sur la concession actuelle. En comparaison, la moyenne nationale est de 83,4%, soit près de 10 points d'écart avec le réseau géré en concession. Donc non, le coût de ces fuites n'est pas de 35 000 euros par jour. Parlons maintenant des investissements. Le syndicat Aquavesque ne néglige aucunement les investissements sur les réseaux et les infrastructures. 16,7 millions d'euros d'investissements ont été réalisés au global par le syndicat Aquavesque en 2024, sans compter les renouvellements de canalisation de plus petit diamètre qui sont réalisés par le délégataire, puisqu'en fait, les canalisations de gros diamètre et les investissements lourds sont portés par Aquavesque et les renouvellements de petites canalisations sont portés par le délégataire. Concernant la tarification, jusqu'à la fin de la concession actuelle, c'est-à-dire jusqu'au 31/12/2026, la tarification est effectivement différenciée selon la consommation. Pour la concession future, comme vous le savez, c'est un tarif unique qui sera appliqué sur tout le territoire
géré par Saint-Quentin en Yvelines. Par Aquavesque, excusez-moi. Tout le territoire de Saint-Quentin géré par Aquavesque. Voilà, donc écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal pour toutes les informations sur la gestion de l'eau sur le territoire de Saint-Quentin. Merci. Vous aviez une deuxième question, Madame Tessé, on vous écoute. Bonsoir. Monsieur le maire, les écoles Verlaine et Rimbaud fermeront leurs portes en juin 2025. De nombreux enseignants, agents de la ville, enfants et leurs familles ont été impliqués dans ces écoles et y ont vécu de bons moments. Il est donc normal, avant de fermer définitivement les portes, de célébrer tout ce qui a été vécu dans ces établissements. Nous aimerions savoir comment, sans se substituer aux initiatives des enseignants ou des parents d'élèves, la mairie va accompagner, voire financer ces dernières, et très particulières fêtes d'école. Merci. Merci à vous, Madame Tessé. Yannick Ledors pour vous répondre. Oui, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, nous avons les équipes pédagogiques de Verlaine et de Rimbaud qui ont prévu de monter des événements pour marquer les fermetures. Et nous avons évidemment décidé de les accompagner dans l'organisation de ces manifestations, donc qui auront lieu le 27 mai pour Verlaine et le 27 juin pour Rimbaud. Donc notre accompagnement, il se veut surtout logistique, puisqu'on leur apporte tout le matériel dont ils ont besoin pour monter ces événements, et également en matière de sécurité, puisqu'il y a notamment une des manifestations qui est d'une taille assez importante et qui ont besoin un petit peu de notre soutien pour pouvoir monter ces dossiers. Et on a déjà eu des rendez-vous en ce sens. Moi, je suis régulièrement avec eux, soit par mail, soit par téléphone. Et tout dernièrement, le directeur de cabinet de Monsieur le maire est intervenu sur place pour échanger avec les équipes et connaître les besoins précis dont l'une des écoles avait besoin. Et d'une façon générale, évidemment, en cette année qui est très singulière pour ces deux écoles, nous attachons une veille tout à fait importante aux différents projets qu'ils peuvent mener, et notamment une aide financière dans la mesure, bien sûr, de nos possibilités, dans le contexte qui vous a été donné tout à l'heure. Merci beaucoup Yannick, merci à toutes et à tous, très bonne fin de soirée et à bientôt.